bonsoir à tous et bienvenue sur le podcast numéro 22. Je suis Guillaume, présentateur du podcast, et ce soir, comme à notre habitude, je serai accompagné du sociologue de la chaîne, Louis. Bonsoir Louis. Bonsoir à toi et bonsoir à tous, et je suis vraiment bien content d'être là ce soir. Je serai aussi accompagné par le rocker, le joueur de ukulélé et le pro des statistiques, Melvin. Salut à tous, salut Guillaume, salut Louis, ça fait plaisir. Et ce soir, le retour dans le podcast du grand, le seul, l'unique, le patron de WWE Fan France, Axel. Bonsoir Axel. Bonsoir à tous, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être là et je suis très content de pouvoir participer à cette restructuration du podcast. Ça va être énorme ce soir, je le sens. Car oui, comme vient de le dire Axel, ça fait plusieurs semaines qu'on est en train de débattre sur un nouveau format pour le podcast. Et ce soir, ça y est, c'est l'introduction du tout nouveau format, le définitif. Vous avez pu voir qu'il y a peut-être eu quelques changements dernièrement sur la chaîne, notamment avec une nouvelle émission, le débat, le retour. Et nouveau format du podcast qui est préenregistré, qui est fait en live, du contenu beaucoup plus préparé. Et merci à Axel pour ça, pour tout le travail qu'il fait derrière. Mais pour de rien. l'incroyable montage que vous voyez actuellement, qui est très génial. Merci, c'est gentil. Ah, il est vraiment magnifique. Ah, voilà. Oh, Oui, parce regardez, que effectivement, quand on tourne en fait cette séquence, pour l'instant il n'y a aucun graphisme, donc voilà. regardez, il y a un oiseau qui passe sur l'écran, c'est magique. Si là tu fais passer un oiseau à ce moment-là, Axel, c'est un dieu. D'accord, Ça serait magnifique. Je vais voir ça au montage, je vais vérifier. Tu vas le faire. on verra. Sinon, tu seras Comme ça, juste passé pour un tu feras tournier. passer l'oiseau Twitter avec nos Twitter ensuite. Oh, la transition magique, super. Ouais. Bref, et du coup pour ce tout nouveau format, on a décidé de ramener une ancienne chronique qu'il y avait auparavant et qui est donc les news. Qu'on a choisi sur internet, les grosses news qui ont choqué à WWE ces dernières semaines. Et on va débattre dessus, donner nos avis dessus. Nous passerons ensuite à la partie débat qui portera cette semaine sur les pay-per-view Extreme Rules. On débattra sur le fait que est-ce que le pay-per-view Extreme Rules enlève de son impact à ce style de match, comme a pu le faire par exemple Hell in a Cell ou Elimination Chamber. Nous passerons ensuite au top 5, le grand retour du top 5 sur le podcast, dans lequel nous donnerons notre top 5 de nos matchs extrêmes préférés, suivi de, comme à notre habitude, les questions des fans, questions que vous avez pu nous poser sur Twitter via le hashtag #DaviDaviFanFrance. Et pour finir, le retour de la chronique Guillaume Takes Over, dans lequel je vais compter un fantasy booking sur le retour de Seth Rollins. Donc comment je pense que la WWE pourrait booker ça et essayer de faire mieux que ce qu'il pourrait faire. Donc je pense qu'on peut commencer directement dans l'art et commencer avec les news. Vous êtes prêts ? On est prêt. On est Oui. chaud. Allons-y. Donc cette semaine, grosse news qui est sortie peu de temps après Raw, on a appris qu'une nouvelle blessure rejoint la liste, celle de Emma, qui a été blessée lors d'un live event et qui a dû subir une opération. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette blessure pour cette jeune superstar qui vient tout de suite faire son retour dans le main roster? Tu peux commencer, Louis. Bah, c'est très dommage parce que c'est vrai que c'est une catcheuse qui avait pas fait une petite arrivée foirée auparavant. Et là, elle avait l'occasion de faire un bon retour. Elle a fait un match à WrestleMania dans le kick-off. Et elle allait entamer une sorte de rivalité contre Becky Lynch. Et ça aurait vraiment pu avoir de la gueule, franchement. Et ben dommage, je trouve ça dommage qu'elle soit blessée. Et ben voilà, c'est la faute du métier, c'est le risque qu'elle prend et elle en a conscience et je trouve ça vraiment dommage. Et puis j'espère qu'elle se rétablira le plus vite possible et qu'elle se rétablira comme il faut aussi. Melvin. Ouais, bon, en même temps, c'est vrai que c'est archi dommage. C'est la grosse période déjà dans les Women's. On a déjà Naomi, Tamina,
Je crois que c'est à peu près tout, mais ça fait quand même déjà bien chier. Dana Brooks, du coup, qui a dû se démerder ces derniers temps, du coup, en solo face à Becky Lynch, qui, du coup, essaie de faire survivre un peu cette rivalité. Mais ouais, c'est vrai que c'est un mauvais choc parce que Emma, c'est quand même plusieurs années pour se retrouver une nouvelle identité et avoir un tout nouveau caractère, un tout nouveau charisme complètement impressionnant, qui est carrément stylé. Je crois que c'est une des intros les plus chorégraphiées, les plus stylées que je trouve en ce moment à WWE. Et c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'elle revenait tout juste de revenir dans le main roster après l'échec de sa première version. Et ça se passait bien, il y avait une bonne rivalité avec Becky Lynch, et malheureusement, ouais, ça s'est un peu pété la gueule, donc ouais, bah, c'est dommage, mais bon, ça arrive. Et apparemment, la blessure est plus grave que ce qui paraît, donc c'est un peu ce qui fait chier. Il y a une opération, il y a plein de choses. Apparemment, c'est un des disques de la colonne vertébrale qui est pas pété, mais qui est dans un sale état en tout cas. Ah ouais, d'accord. Mm. Vas-y, Et toi, mon Axel. cher Axel? Bah moi je suis exactement du même avis que vous, donc je vais pas reprendre tout ce que vous avez dit, mais c'est vrai que on commençait à la revoir Emma parce qu'on l'avait vraiment oubliée, elle s'était fait oublier, elle a pas eu un super booking pour ses débuts dans le roster principal, et là justement il commençait à lui donner petit à petit de l'importance, ils lui ont offert une rivalité avec Dana Brooks, et malheureusement cette blessure arrive vraiment au pire des moments pour elle, et c'est dommage parce que bon c'était peut-être une occasion pour elle de justement de repartir sur un nouveau départ. Et pourquoi pas devenir une des Women's les plus importantes du roster parce que c'est vrai que jusque-là, bah, Emma, qu'est-ce qu'elle a fait? Vraiment rien. Et du coup, je ne sais pas combien de temps elle va être absente, mais j'espère vraiment pour elle que ce sera pas long. Parce qu'elle le mérite, à NXT, elle nous a fait vraiment du très bon boulot et bah, je trouvais que c'était un talent de gâché dans le roster principal. Et voilà, encore une fois, les blessures qui viennent briser les rêves des superstars et des Women's au pire des moments. Et Ça, donc, en ouais, effet, c'est comme tu l'as dit, c'est une rupture du disque de la colonne vertébrale. Donc, ça a l'air Mm. d'être assez violent. Mais ouais, on n'a toujours pas de date justement par rapport à la durée de la blessure, mais une blessure au disque. Ouais, ça peut valoir 5 Entre mois, 6 cinq six et, mois. ouais, dans le meilleur des cas, ça peut faire 4-5 mois et dans le pire des cas, apparemment, ça peut aller jusqu'à 2 ans pour Ah bah ouais, ça peut aller à jusqu'à 100%, c'est une pour blessure, prendre une à blessure à la colonne 100%. vertébrale. Ouais. Purée. Même Donc, là, il faut une très très grosse blessure à la colonne vertébrale. Du coup, je suis même pas sûr qu'ils vont continuer la rivalité, hein. Non, Bah, ce ils sera je trop l'ont. pense que long. Dana Brooke va prendre le relais. Dannebrog va reprendre le délai pour un petit temps, mais après, ça va s'estomper. Mais... Le problème, c'est que ça va être Hmm. du vu et revu avec Dana Brooke. C'est. Après, Ah, elle a aussi eu beaucoup de chance, Dana Brooke, d'arriver à ce moment-là parce qu'elle est arrivée une semaine avant la blessure de d'Emma. Mm. Et je vois pas comment ils auraient pu introduire Dana Brooke autrement que par le biais de d'Emma. Donc c'est d'un côté, il y a quand même une bonne chose derrière ça, c'est que c'était le bon timing pour Dana Brooke. Et puis même si c'est triste pour Emma, mais Ouais, mais après, Dannebrog ne vaut pas vraiment le niveau d'Emma non plus derrière. oui. Oui. Et c'est pour ça que cette rivalité risque vite de s'estomper. Dannebrog va sûrement repartir à NXT, au moment qu'on lui donne vraiment sa chance au main roster. Non, je pense qu'elle va rester un petit moment dans le main roster. Mm. Ouais, mais Je je pense pense qu'il qu'ils va vont leur trop donner longtemps. sa chance. Bah là, cette semaine, à SmackDown, par exemple, l'épisode qui est sorti aujourd'hui, elle a affronté Paige, donc ça a aucun Et elle a rapport avec la gagné. rivalité. Il y a eu aucun segment avec Becky Lynch, rien. Donc, Si, peut- Becky Lynch était au commentaire. ah ah ouais? bon? Oui, oui, J'ai elle pas était vu, au moi. commentaire. Ah, j'ai pas regardé SmackDown en entier, donc j'ai J'ai pas. regardé, non, mais j'ai regardé un extrait, j'avais cru entendre sa voix, donc j'ai entendu une voix féminine au commentaire, donc je me suis dit que c'était elle. Mais il n'y a pas eu de Si, véritable il me semble, oui. Elle Elle, était au elle commentaire. était au commentaire, mais il n'y a pas eu vraiment d'altercation. Il y en a pas D'accord. eu du tout, aussi, surtout. Par contre, ce qui était très triste, c'est que Paige a perdu d'une triste manière. Je me rappelle plus du tout comment, j'ai un gros trou de mémoire, mais ouais, c'est que c'est très dommage pour Paige qui est devenue au passage en une jobbeuse limite un peu. On la voit plus du tout excepté pour des matchs où elle se fend un peu. Elle a fait une prestation que je trouve au passage plutôt moyenne pour ce Le, qu'elle est. le problème avec la WWE, chez les divas, c'est que ça manque cruellement de variété. Et dans la Diva Révolution, on va dire ça comme ça, même si c'est pas trop le cas, eh ben, il y avait cette sorte c'était original, quoi, ça variait. Et là, maintenant, on passe qu'avec du Natalia Charlotte et qu'avec j'allais dire Nia Si, Jax, mais Dana Brooke il- et
Et Becky Lynch, et à part ça, on n'a rien d'autre. On a que des petites jobbeuses qui font des jobbeuses, des petites jobbeuses, des catcheuses qui sont utilisées comme jobbeuses, enfin des women's. Euh, Ça se dit catcheuse ou pas? Oui. Ouais, ouais, bien sûr, t'inquiète pas, c'était pas Et, un terme péjoratif. genre Page et tout ça qui sont très mal bookés actuellement. Et voilà, et je trouve que ça manque énormément d'originalité chez les divas. Chez les women's, pardon. Bah, ce que je dirais par rapport à ça, c'est surtout qu'ils se basent à faire que une ou deux rivalités, que bah du coup on n'a pas assez de choses vastes, et que surtout bah après il y a forcément toujours la championne. Et ce qui était assez rare, c'est que maintenant il y a une deuxième rivalité, et notamment c'est une qui n'a rien à voir avec le titre, ça c'est plutôt cool. C'est pour ça que d'ailleurs on avait autant de matchs par équipe chez les divas à l'époque. C'est que forcément bah, on voulait faire participer le plus de divas, et que bah, du coup on mettait des matchs par équipe pour les faire participer, et qu'il n'y a pas justement que des matchs en un contre un. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là. Mais par contre, en tout cas, c'est que Natalia et Charlotte étaient à la fin de Raw, et ça, j'ai trouvé ça bien parce Main que event. au main event de Raw, parce que c'est pas souvent qu'on voit des women's à ce stade à la fin de Raw, donc je trouve ça chouette. Ouais, mais après, ce qu'ils ont fait du segment n'était pas terrible non plus, quoi. C'est ça le problème. Ah si, c'était sympa. Honnêtement, c'était pas un truc phénoménal. Il était pas mauvais, mais Hmm. Bah, c'est comme tous les main events de signature de contrat, il est pas mauvais, mais c'est ça va. sûr. Mais là, on dévie du sujet, donc je pense qu'on a tout dit sur cette blessure malheureuse d'Emma. Ouais, On lui souhaite un bon rétablissement si elle nous écoute, et je sais qu'elle nous écoute. Elle adore le podcast. t'es L'autre optimiste. jour, elle m'a envoyé le petit message sur Twitter. Bonne chance pour le podcast numéro 21. Donc, on lui souhaite un bon rétablissement et puis bonne chance dans son futur. Et on va pouvoir passer à la news suivante qui porte justement sur un retour de blessure, celui de John Cena et de Seth Rollins. John Cena a été annoncé pour le Raw je sais plus c'est le combien, vous savez ou pas? Du 30 C'est le mai. 30 mai. 30 C'est mai. ça, c'est le 30 mai. Donc quelques jours après que vous écoutiez ça, je C'est crois. trop rapidement, malheureusement. Ouais. Bah, c'est surtout pour lui que c'est flippant, quoi. Et en plus, il a avoué à TMZ, qui est une chaîne purement américaine, qui justement, il a dit que à ce moment-là, il ne sera pas prêt à 100%, il sera prêt dans les environs de 70%, et Oui, c'est vrai. 60%, c'est très, très, très peu. Il faut se rendre compte, surtout pour une superstar comme John Cena, qui est toujours très présent sur les rings et tout, qui fait en sorte d'être toujours présent pour avoir un match à jouer, que ça soit justement dans les WWE Live, les live tours où justement il y a énormément de blessures et tout. C'est une grosse prise de risque Oula, j'ai très très mal dit mon mot, c'est une grosse prise de risque de la part de John Cena. Mais peut-être que c'est son retour, mais peut-être qu'il va pas forcément catcher, ou il va catcher en tag team afin de se conserver au maximum. Est-ce que c'est lui qui a pris cette décision aussi, hein? Est-ce qu'on lui impose pas? Ouais. C'est quand même dangereux, la WWE avec toutes les blessures. S'ils reperdent encore une fois John Cena, ça va les faire chier. Donc je pense quand même que c'est un Justement, choix de génie. justement, avec toutes les blessures, est-ce qu'ils n'ont pas besoin de Cena en ce moment? Bah oui, c'est Ah pour oui, ça. Le donc forçant. ça serait. Oui, mais ça serait quand même complètement con de prendre le risque. Parce que là, il pourrait le perdre pour encore beaucoup plus longtemps. Ils Et ont pris le pourtant, ils se risque sont avec très Reigns, bien pourquoi ils débrouillés. prendraient pas ça? Pourtant, ils Avec se sont très Reigns. bien débrouillés, hein. Comment ça- Et puis le retour de Rollins aussi qui pourrait être imminent. La semaine suivante. Alors ça, C'est les rumeurs, c'est pas ouais, ouais, officiel. c'est pas officiel par contre. Ah, bah ça me plaît. Parce que moi, j'avais prévu pour SummerSlam et je garde qu'il reviendra à SummerSlam. Par contre, Et bah écoute ma chronique en fin de podcast et il y a un facteur tu écoutes. important, je trouve, dans ces news, c'est que bah, les retours sont annoncés. Alors Rollins, c'est pas officiel, mais bon, si j'espère en tout cas qu'ils vont pas l'officialiser le retour de Rollins parce que j'ai vraiment envie d'avoir un retour surprise personnellement. Oui. Et pour John Cena, voilà, pourquoi annoncer les retours? Je trouve ça vraiment dommage, moi. Surtout un tel retour. Voilà, c'est des top stars, voilà, enfin, c'est C'est inattendu. c'est- c'est là qu'il y Parce a que les ça fait lives. du fric. On- Ouais. C'est tout ce qu'ils veulent. Parce que Non, bah non, ça va dire aux justement. viewers d'aller justement regarder Raw ce soir-là. Et Oui, mais non. ça te dit d'aller acheter des places pour aller voir le show.
Ouais, non, je Moi, pense pas, hein. ça me rappelle Christophe Ajus qui disait souvent quand il y avait un grand moment qu'il fallait appeler ses potes pour leur dire de changer de chaîne et de regarder Raw. Et justement, tu vois, ça devrait se passer comme ça. Surtout pour des gars comme surtout John Cena, quand tu sais que le mec il se fait autant parler de lui. Enfin, un véritable retour surprise, ça aurait encore plus explosé les trending Twitter, Voilà, tous les c'est trucs ça. derrière, etc. Plutôt que son retour annoncé. Mais rien qu'à Raw, ils ont fait la promo pour son retour alors que c'est dans 2 semaines. Enfin, ça fait. Moi, je trouve que ça fait un peu chier parce que ça aurait été cool d'avoir un John Cena qui revient un peu comme il avait fait en 2008 et de nombreuses fois avant. Et puis la promo aussi, est-ce qu'on en parle? Je devais revenir au bout de 9 mois, mais je suis là au bout de 5 mois. Voilà quoi, C'était. Superman. Oh là là, ça y est, ça recommence, on est reparti pour un tour. Ah non, vraiment, moi j'en ai marre, hein. Alors, le fait de se vanter de revenir en avance alors qu'il n'est pas à 100%, je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. C'est pas du tout une bonne chose. Parce que bah, le problème, c'est que ils vont le remettre, quoi. Ils vont vouloir le remettre le plus en avant. Ouais, je suis désolé quand on dit que je voulais revenir, je vais revenir 5 mois au lieu de 9. Ça veut dire il est prêt. Et pourtant, il est pas à 100%. Donc, justement, quand t'es pas à 100%, la blessure est aussi probable encore. Donc là, s'il se reblesse pour 9 mois, il va avoir un petit vide quand même, sans Sinner. Mm. Pour l'instant, ça a été un vide qui a été assez bien compris. Donc, Mm. je sais pas Mm. si c'est une si mauvaise chose, surtout avec le retour de Rollins. J'ai envie de voir une WWE sans Cena, mais avec Rollins. Parce que Rollins a tellement le potentiel pour remplacer Cena. Bah, surtout que là, l'arrivée de Rollins, enfin son retour, c'est une énorme surprise parce qu'on sait pas du tout dans quelle situation il va se retrouver parce qu'il était en difficulté avec l'autorité juste avant sa blessure, il faut savoir. Donc, on sait pas comment il va réagir par rapport à Il n'y a plus l'autorité, on sait d'autorité. pas comment il va réagir. Il n'y a plus Et oui, d'autorité. Tu suis le catch, toi, Melvin, c'est bien. Oui, non mais il y a quand oui, enfin. Ouais. Il y a Stephanie Quand McMahon, mais c'est ce que- voilà, c'est tout, ça a Voilà, il y a changé Stephanie maintenant, c'est une nouvelle McMahon ère, sur comme la on Sex dit. Chain. Et c'est bien. Justement, Triple H, si ça se trouve, un jour, il va bien revenir aussi. Mais justement, comment il va réagir par rapport à cette nouvelle stratégie? Parce que du coup, il n'y a plus l'autorité. Même s'il est en gros, il est quand même encore avec l'autorité. Comment il va réagir le fait qu'il ait plus justement personne derrière lui, etc. Maintenant, c'est Roman Reigns qui a son titre, enfin, qui aura peut-être encore son titre à cette époque-là. Comment il va réagir du coup face à un nouveau champion et tout, qui va avoir sûrement un titre. Enfin, on sait pas du tout comment il va réagir, et ça, c'est ce que je trouve le plus intéressant avec Seth Rollins. C'est comparé à sinon, on sait qu'il va juste revenir histoire de taper quelques méchants. Bah, Seth Rollins, on sait pas du tout ce qu'il va faire. Et ça, putain, ça met l'eau en bouche. C'est main event assuré, hein, il a jamais perdu son titre, je vois pas pourquoi il n'aurait pas de rematch, hein. C'est clair, il revient, il a son rematch pour le titre mondial, c'est une obligation. Ah bah oui, il va forcément le clamer au effort qu'il le doit. Mm. Mais alors, du coup, ça va être quoi? Ça va être un peu le même sorte de rivalité, genre du Styles contre Reigns, où on sait pas qui est le face, on sait pas qui est le heel. S'il est champion encore, Non. Roman Reigns, ou on va jouer sur un face contre un pure face, donc que je pense que ça peut être Rollins, parce que Rollins peut faire un face turn. Je Je pense que pense. c'est comme l'autorité n'est plus là, ça va être plus simple. Et le seul moyen, je pense, que pour que Rollins, ça serait de faire un face turn et Roman Reigns qui devienne un peu une sorte d'un heel, ou sinon, bah, c'est le contraire. C'est Rollins qui est heel ou Roman Reigns qui est face. Je pense que les bookers savent très bien que quand Seth Rollins va revenir, il va avoir une pop de malade, et je pense que c'est le face turn assuré, quoi. C'est le moment, c'est l'occasion de lui faire un face turn, ils ont pas d'autre moyen, quoi. Comme Vous ils ont fait à imaginez? Lesnar, du coup. Le problème, c'est que là, c'est Roman Reigns hein, qui se confirme en tant que face après ce SmackDown. Parce qu'il faut savoir qu'après ce SmackDown, c'est Ouais. Styles qui a fait Mm. le plus méchant des deux. Donc Ouais, mais là, bon, Roman Reigns, il garde quand même sa tête. c'était l'inverse à Raw aussi, donc bon, ça veut pas dire grand chose non plus. Ouais, ouais, c'est mais vrai. l'avantage aussi, c'est que d'après certaines rumeurs, Vince perdrait espoir avec Reigns et il pourrait peut-être enfin passer le cap et le tourner heel et avoir une rivalité heel Reigns contre Babyface Rollins, ça serait très bon. Parce que avec la pop qu'il a en ce moment, même alors qu'il est pas là, Rollins, au moment où on entendra sa musique et qu'il rentrera dans un ring, il aura la plus grosse pop de la soirée, clairement. C'est un des retours les plus attendus en ce moment. Très clairement. Hmm. C'est le retour le plus attendu, surtout. Ouais. Mm. Donc, on va passer à la prochaine news qui a été annoncée à NXT ce mercredi, qui est donc l'officialisation du match Samoa Joe contre Finn Balor numéro 3, qui aura lieu dans un style cage match, le tout premier match en cage de l'histoire d'NXT. Euh, qu'est-ce que vous en pensez de ce numéro 3 entre les deux?
Qui a envie de parler? Vas-y Melvin, vas-y, lance-toi. Parce que moi, ça va être très dur, ça va être très difficile à expliquer, mais en soi, je suis pas du tout fan de Finn Balor. Mais si quelqu'un veut en débattre, on fera ça dans un épisode du débat. Euh, c'est vrai que déjà le premier match entre les deux, c'était déjà cool. Le deuxième, c'était répétitif. Le troisième, bon, c'est un stick cage match, histoire de rester sur le thème du pay-per-view Extreme Rules. Mais ça m'emmerde, vraiment. Ça m'embête vraiment beaucoup de revoir encore un match entre ces deux-là, surtout qu'NXT, bah, c'est une plateforme où c'est justement pour des nouveaux gars, Finn Balor, au lieu de se faire chier avec le truc NXT, mais qu'il avance un petit peu, qu'il fasse autre chose, même qu'il fasse comme Bayley à affronter de catcheurs de l'ère actuelle, pour avoir encore comme si il passe. Je sais pas, Ah, moins d'affronter Samoa Joe, au moins d'affronter Samoa Joe. C'est juste que je pense qu'en fait, pour TakeOver, ils ont peur d'avoir un main event pourri, du coup, ils préfèrent mettre juste leurs deux meilleurs, histoire de les garder un petit peu et de faire un TakeOver faisable, plutôt que pour le reste de prendre un petit peu moins épais, qui pourrait offrir sur sur- Alors, excusez Melvin, le fait qu'on préenregistre l'émission n'arrange pas non plus Sako. En fait, Ah, Melvin, c'est quand, tu vois, quand t'as pas lâché le Canal Plus et que c'est tout crypté, et ben c'est ça. Voilà. bon, on a en gros compris ce qu'il voulait dire, hein. Oui. ouais. Alors moi je vais prendre le relais, si vous le voulez bien. Donc je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Moi je trouve que bah, cette annonce c'est une bonne chose. Ça va être, comme l'a dit Guillaume, le tout premier de l'histoire. C'est très rare. Enfin c'est très rare. C'est vrai que on n'a pas souvent des matchs à stipulation à NXT. C'est lors des pay-per-view et même lors des pay-per-view de la NXT c'est rare. On a eu quoi? On a eu des matchs de l'échelle. On a eu des Iron Man. On a eu des qu'est-ce qu'on a eu encore? Des matchs au meilleur des trois manches. Voilà, c'est tout ce qui me vient en tête. Et bah, je pense que Finn Balor et Samoa Joe ont vraiment deux styles qui vont bien s'opposer dans un match en cage. Je pense on a le gabarit impressionnant de Samoa Joe face à Finn Balor qui est un peu moins épais mais beaucoup plus technique. Euh, et j'ai vraiment hâte de voir cet affrontement. Moi, je comprends pas trop Melvin. J'aime bien ces oppositions entre ces deux hommes-là. Autre chose aussi, le fait qu'ils fassent vivre la rivalité durant les live events. Alors ça, c'est vraiment un plus que je trouve vraiment très intéressant pour non seulement les fans qui vont voir les live events, déjà, ça prouve que oui, il peut se passer des choses en lien avec les rivalités télévisées dans les live events où d'habitude il se passe vraiment rien d'important. Voilà, c'est juste du pur spectacle où voilà, le in-ring n'est pas bon et comme ce qu'on a l'habitude de voir en France, hein, c'est vrai que les shows sont pas non plus hyper bookés. Voilà, ça reste des shows très très simples. Et bah, du coup, ça donne vraiment de l'intérêt à la rivalité. Ils nous montrent des segments vraiment violents. Je trouve qu'ils mettent vraiment le paquet sur cette rivalité. Moi, il y a beaucoup de. Je trouve qu'elle est vraiment bien bookée. Et non, moi, j'ai hâte de voir cet affrontement, personnellement. Je voulais rebondir sur ce que tu as dit. Pour moi, c'est pas très bien booké parce que ça se fout de la gueule de ceux qui regardent NXT toutes les semaines. Faire avancer la rivalité pendant les live events, c'est génial. Et le fait de suivre la rivalité avec un putain d'écran de téléphone parce que la seule caméra qui était présente, c'est le mec qui était avec son caméscope au premier rang, c'est insupportable. S'ils veulent faire avancer la rivalité, c'est pendant le show et Et- on les a pas vus en live Si. depuis on les, on les a vus, mais on n'a pas vu la rivalité avancer à NXT à Full Sail, comme ça a toujours été. Donc certes, c'est innovant, c'est sympa à voir, mais c'est assez embêtant dans le sens où bah on les voit pas dans le ring vraiment en confrontation, même le contrat qui a été signé, ça a été fait sur Facebook et on l'a même pas vu genre à NXT ou quoi que ce soit. Donc, on a l'impression qu'il y a ce manque justement du titre NXT, ce manque de cette rivalité à NXT, et c'est pas suffisamment mis en avant. C'est pas faux ce que tu dis, mais bon, c'est pas la première fois, je pense, à NXT, et le problème des enregistrements aussi, le fait qu'ils en tournent plusieurs le même jour, tout ça, ça arrange pas forcément les choses. Ils sont pas là toutes les semaines non plus, donc c'est vrai que pour suivre une rivalité, quand la rivalité n'avance pas toutes les semaines, c'est pas évident. Et je pense qu'il y a aussi le facteur du fait qu'ils veulent vraiment inviter les gens à aller sur les réseaux sociaux, faire vivre un maximum le catch sur les réseaux sociaux, d'où la signature de contrat sur Facebook. Voilà, ça attire des gens, les gens vont s'abonner, vont liker. Et voilà, je pense qu'il y a ce facteur-là aussi. Mais c'est vrai que tu as raison, hein, ça serait vraiment beaucoup mieux de faire vivre ça durant les shows télévisés.
Mais malheureusement, ils sont pas là toutes les semaines non plus, donc c'est pas évident. C'est ça, la rivalité, c'est difficile à suivre comme ça, parce que on les voit pas à l'écran et ça, surtout pour Samoa Joe qui est le tout nouveau champion NXT depuis qu'il a gagné le titre, on l'a vu 2 fois, je crois. La semaine prochaine sera la 3e fois qu'on le voit depuis qu'il a gagné le titre, alors que c'est le champion, que c'est un champion qui a déjà gagné son titre lors d'un live event, qui continue sa rivalité dans les live events. C'est pour moi qui suis la NXT depuis quelques années maintenant, c'est très très frustrant parce que on n'a pas l'occasion de voir la rivalité continuer sous nos yeux. C'est genre déjà tu te fais spoiler sur Twitter parce que t'as tout le monde qui te dit oh mon dieu, il y a une bagarre qui a éclaté entre les deux au dernier live event, et ensuite on te montre des images à NXT mais on les entend pas parler au-delà de ça. Par exemple dans le ring on les voit pas se battre, et si après le seul problème c'est parce qu'ils osent pas mettre le match en lui-même à NXT chaque semaine comme ils le font à chaque live event, dans ces cas-là, booker-le différemment. Mais on sait très bien que dans les live events, ils s'affrontent quasiment tous les soirs. Dans ce cas-là, quitte à faire avancer la rivalité comme ça, faites-le même à NXT. Hmm. On va peut-être laisser Louis parler. Mm. Alors moi, je Parce vais que pas parler, c'est pas grave, mais moi, je vais plutôt parler de du match, du premier Steel Cage de l'histoire de NXT. Ça va être juste énorme. Bon, c'est une sacrée responsabilité parce que c'est quand même le premier match. Ils ont quand même, c'est un premier match en principe dans je sais pas, un roster, on va dire. Et ben, c'est hyper important. C'est hyper important ça, parce que si le style catch est totalement foiré, les gens vont pas accrocher au prochain quand il va être annoncé. Et si c'est un match de lourd, je pense qu'ils vont nous sortir deux styles de catch totalement différents. Samoa Joe qui est très impressionnant avec à son gabarit, ce qu'il est capable de faire. C'est un très bon catcheur. Et Finn Balor qui est aussi bon, qui est très méritant, ouais, qui a vraiment un moveset vraiment varié et surtout un gimmick vraiment bon. Le démon, tout ça, il a vraiment un charisme très particulier qui est vraiment très 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 appréciable et ça peut donner que du lourd dans un match, surtout un Steel Cage. J'ai hâte, vraiment vraiment hâte de savoir ce qu'ils peuvent nous donner dans ce match et c'est cette sorte d'innovation qu'ils vont pouvoir nous trouver, une innovation qu'on n'a pas la WWE qui peuvent nous donner et c'est ce qu'on peut attendre et je m'attends vraiment vraiment à un très bon match. Je pense qu'on peut avancer. On Ouais. en parlera plus en profondeur dans la preview qu'on fera, je pense, lors d'un podcast ou un truc dans le genre. Je sais pas, on n'a pas encore parlé de ça, mais on verra bien. Et on va attaquer maintenant la dernière news, qui est plus une rumeur qui circule sur Internet en ce moment, qui, euh, qui dit que Stephanie McMahon serait en train de s'entraîner pour un possible affrontement avec Charlotte lors de SummerSlam. Donc il y a eu quelques preuves, notamment la manière dont elle se tient en forme, dont elle parle énormément sur Twitter. Le fait qu'elle poste aussi des photos d'elle qui était championne à l'époque avec Triple H, qu'elle poste sur Instagram et Twitter, me semble-t-il. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. C'est juste une idée qu'on se fait. Vas-y, Louis. Alors moi honnêtement je suis pas pour. J'ai du mal à y croire déjà et je suis pas pour parce que vu le match qu'il y avait contre Brie à SummerSlam 2014, qu'ils ont suffi pour faire un hitdown de Nikki, enfin voilà quoi. Moi, c'est pas bon quoi. Mettre à SummerSlam Stéphanie qui est pas une très grande performance dans un ring, on va pas me dire le contraire, et Charlotte qui a un catch assez particulier, assez, comment on pourrait dire, qui est un peu mouvementé, qui est peu dynamique, et qui est un bon catch pourtant, hein, mais qui est peu dynamique par rapport à d'autres divas, women's, pardon, je lui ferai jamais. Et ben honnêtement, pour la qualité d'un pay-per-view comme SummerSlam, ça risque d'être très bas. Je peux pas avoir un bon match avec ces deux women's, enfin plutôt Charlotte que Stéphanie. Je peux pas avoir un bon match. Ça sera vraiment un rythme trop lent. Et le meilleur, ce serait
je sais pas, de mettre une autre woman que Stéphanie. Parce que, voilà, je sais pas déjà quel serait le but de refaire cette sorte de rivalité où on met Stéphanie dedans. Et c'est surtout pour la qualité du match, quoi. À SummerSlam, les 2015, elles sont arrivées à faire un match qui est plutôt pas mal. Je dis pas que c'était un bon match, mais il était pas mal. Et ils pourraient faire beaucoup mieux avec en 2016, surtout avec le nombre de women qui sont arrivés. Enfin, qui sont arrivés. Alors, si on compte les blessures, mais le nombre de women qui peut y avoir. Et ils pourraient faire un meilleur truc que Stéphanie contre Charlotte. Allez-y. Melvin? Ah, je t'attendais, Axel. Euh, Vas-y, vas-y. Ok, bah du coup, je vais être assez en désaccord avec toi, Louis. Parce que déjà en soi, forcément, Stephanie McMahon-Charlotte, c'est pas un match qui est fait pour être un très beau match, c'est surtout un match de divertissement, comme justement Stephanie contre Brivella. Par contre, je ne crois pas du tout, enfin si, oui et non, je crois pas vraiment à cette rumeur, parce que déjà c'est complètement infondé, parce que Stephanie McMahon elle s'entraîne forcément tout le temps, tous les jours, qu'elle parle tout le temps, qu'elle a eu un titre, elle le répète assez souvent parfois. Après, c'est peut-être un petit peu plus prononcé. Je pense surtout que c'est au fait qu'elle ait forcément frappé Ric Flair et que forcément ça risque d'envenimer, etc., etc. Je pense que oui, c'est surtout histoire de faire passer Stephanie McMahon pour une gentille et garder Charlotte et Ric Flair pour des méchants. Mais je pense pas qu'il y aura un affrontement, ou du moins ça sera pas tout de suite. Je pense que c'est surtout histoire de crédibiliser Stephanie McMahon en tant que vrai face désormais maintenant qu'il est avec Shane McMahon sur le truc parce que c'est encore très partagé au niveau du public et que chercher une bonne raison de faire donner plus de gentillesse à Stephanie McMahon tout en la gardant un petit peu méchante. Et ça c'est sympa. Même si en plus on notera le fait qu'elle est quand même vachement bien giflé le front de Ric Flair. Oh. Alors, moi, personnellement, c'est pas que je pense pas, c'est que j'y crois vraiment absolument pas à cette news. Voilà, c'est encore une rumeur qui a été lancée sur internet. Voilà, ça y est. Stephanie McMahon poste des photos où elle s'entraîne, poste des photos où elle est championne des Women's. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est officiel. Stephanie McMahon affronte Charlotte à SummerSlam, c'est sûr. Non, mais n'importe quoi. Stephanie McMahon, elle s'entraîne régulièrement, comme l'a dit Melvin, tout comme Triple H, et c'est pas pour ça qu'ils vont avoir des matchs dans le ring dans les prochains mois. Voilà, ils s'entretiennent tout simplement. Stephanie McMahon, comme l'a dit Melvin également, elle poste aussi régulièrement des photos d'elle lorsqu'elle était lutteuse dans l'ancien temps, etc. Voilà, les gens s'amusent avec internet, lancent des trucs, ça fonctionne et voilà, c'est relayé par des infos, par des sites de catch, c'est repris par d'autres, c'est repris par les sites de catch français. Et voilà, c'est une boucle sans fin et c'est encore une rumeur parmi tant d'autres qui circule et qui malheureusement n'est pas fondée. Si je peux juste un tout petit peu juste intervenir, après je laisserai parler Guillaume. Donc ouais, moi aussi, je suis très loin d'y croire à cette rivalité, cette news, cette rumeur. Mais il faut prendre en compte aussi que c'est pas mal au final de faire des rumeurs comme ça, parce que si vous pouvez vous en souvenir à Battleground, pendant la preview, on avait parlé d'une rumeur comme quoi l'Undertaker pourrait venir, et j'y croyais pas du tout. Et pourtant, il est bienvenu. Donc je trouve ça bien parce qu'à la fois on est perdu en savoir qui est la bonne rumeur. J'avais vu qu'il y avait une rumeur comme quoi Rollins serait de retour à Payback. Je l'ai mis dans un côté de ma tête. Et voilà, et je trouve ça bien de faire des rumeurs comme ça pour, si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà, je trouve ça bien comme ça te perd un petit peu. Et justement, je pense que la WWE, je pense qu'elle en joue un peu avec ça, où elle demande à certains de faire des rumeurs du genre. Mm. Je suis principalement même avis que vous, dans le sens où, notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de théories qui partent souvent, et que elles ne sont pas toutes vraies, ça a été prouvé maintes et maintes fois, surtout avec la WWE. Ce serait un affrontement auquel je dirais pas non, mais tu vois, avec des récentes rumeurs de Sasha Banks qui pourrait affronter Charlotte pour le titre féminin à SummerSlam, je préfère avoir ce match-là plutôt que de revoir Stephanie McMahon parce que sa dernière prestation à SummerSlam très- ne m'avait pas vraiment plu. Et pour moi, je ne pense pas que ça arrivera. C'est
C'est juste des rumeurs qui traînent sur Twitter et sur les réseaux sociaux globalement. Je pense qu'on a fini. Ouais. Donc on va passer dès maintenant au débat du podcast. Et donc, dans le débat de cette semaine, comme je l'ai annoncé dans l'intro, on va discuter du pay-per-view Extreme Rules et de l'impact qu'il peut avoir sur ce style de match. Donc, est-ce que vous pensez que justement avoir un pay-per-view défini un peu à la Elimination Chamber ou Hell in a Cell enlève un peu de cet impact sur ce style de match en sachant que il y a toujours un moment dans l'année où on aura ce match et que ça donne plus un effet aussi spécial qu'avant. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ce style de pay-per-view et notamment d'Extreme Rules? Allez-y, qui vous voulez. Axel. D'accord. Alors, donc, évidemment, oui. Premièrement, évidemment, parce que ça enlève dans un premier temps déjà du suspense et voilà de la prévisibilité. Enfin, justement, n'est plus imprévisible. Parce que on sait qu'il y a Extreme Rules et on sait qu'il va y avoir des matchs à stipulation. Et encore, c'est pas totalement vrai parce qu'on va peut-être en discuter tout à l'heure. Mais encore une fois, la carte de Extreme Rules de cette année ne comporte pas que des matchs à stipulation comme nous avait vendu le pay-per-view la WWE il y a quelques années. Ça devait être Extreme Rules que des matchs à stipulation. Hell in a Cell, bon, Hell in a Cell non, ça n'a jamais été le cas, mais avant on avait 3 matchs Hell in a Cell par pay-per-view. Elimination Chamber, bon, il est arrivé qu'une seule fois. Enfin, non, il était avant le mois de février, mais voilà, il y avait 2 matchs Hell in a Cell. Elimination Chamber, pardon, je vais y arriver. TLC, ils respectent encore pour l'instant à peu près le concept, mais c'est vrai qu'ils ont du mal. Et donc, bon, c'était une petite parenthèse comme ça. Sinon, donc évidemment, on sait qu'il va y avoir un match Extreme Rules, on sait qu'il va y avoir un match sans disqualification. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, il n'y a plus le suspense. Comment va se terminer la rivalité? Quelle stipulation va être ajoutée? Est-ce qu'il va y avoir une stipulation? Quand le pay-per-view approche, on sait qu'il y en aura une. Donc, c'est sûr que quand il n'y a pas tous ces pay-per-view à thème, voilà, il peut y avoir un Hell in a Cell match à SummerSlam, il peut y avoir un Hell in a Cell match à Royal Rumble. Tout peut arriver, sauf avec ces nouveaux pay-per-view à thème, pardon. Il les place que dans le pay-per-view consacré à la stipulation et on n'en a plus du tout des stipulations qui sont imprévisibles. Et voilà, rien que pour ce facteur-là déjà, c'est dommage. Moi, je ne n'insérerai pas des pay-per-view comme ça dans une année catchesque. À la WWE, je préfère des pay-per-view plus simples comme Payback, comme Survivor Series, les pay-per-view vraiment basiques avec aucun thème. Ou justement, il pourrait nous insérer un Elimination Chamber. Vous imaginez par exemple le retour des Elimination Chamber à SummerSlam, au Survivor Series. Oh, Shane McMahon qui arrive à Raw et qui dit Roman Reigns, j'ai un défi pour toi, tu défendras ton titre dans un Elimination Chamber match à Battleground. Voilà, ça serait vraiment des annonces tellement surprenantes, des stipulations qui seraient inattendues. Mais non, on fait des pay-per-view à thème qu'on ne respecte pas toujours. Et voilà. Et je pense que vraiment le facteur le plus important, et c'est le seul en tout cas qui me vient en tête, c'est vraiment la prévisibilité des stipulations. Et c'est vraiment dommage parce qu'on n'avait pas ça dans l'ancien temps. Et dans l'ère moderne, depuis cette nouvelle réforme entre guillemets des pay-per-view qu'on a eu au cours de l'année 2009, et ben voilà, on n'a plus cette imprévisibilité au niveau des stipulations. Ou alors, si ce n'est les stipulations basiques, c'est vrai que des fois, on a eu par exemple un Ring on Fire match à SummerSlam. Je sais plus c'était lequel d'ailleurs, 2013 je crois. Ah, oui, contre Kane génial. et contre Bray Wyatt. Ouais. Mais c'était pas mal parce que ça a été. J'étais surpris qu'ils annoncent ce genre, quoi. Ouais, enfin dans ces cas-là, t'annonces une stipulation comme ça, tu vas jusqu'au bout, tu vas pas dire bon allez on entoure le ring de feu, mais le but c'est pas de brûler son adversaire, ça se finit par tomber, voilà le feu est juste là pour décorer quoi. Bah, la dernière fois qu'un catcheur a brûlé, enfin a été enflammé, je crois que c'était à. Alors, je crois que c'était à. J'allais dire. Non, c'est pas Unforgiven, c'était Armageddon 2006, où c'était MVP qui s'était fait cramer par Kane. Je crois Il que y a eu c'était plus ça. Ouais, récent, hein. c'est le Il y a eu dernier. plus récent. Et non, Il n'y a il pas n'y eu a plus pas eu. Non, il n'y a récent. pas eu plus Ah non, il n'y a récent, pas c'est eu plus c'est le récent. dernier. Bah, en même temps, c'est chaud, hein. Oui, oui, c'est chaud, oui.
Pardon. Mais oui, après c'est compréhensible. Par contre, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Axel. Encore, je peux comprendre que Hell in a Cell ou Elimination Chamber, c'est moyennement surprenant. Encore, Extreme Rules, ok, on va se dire qu'il va forcément avoir un match Extreme Rules, il y a de fortes chances que ce soit le main event. Mais justement, c'est que tous les autres matchs derrière, bah, tu sais pas forcément quelle stipulation elles vont avoir, et qu'en plus, c'est toujours des trucs assez diversifiés et tout derrière, comme le Ambrose Asylum match qu'on va avoir cette année. Et après le reste, je reste pour ce que je veux dire, parce que j'ai un putain de trucs à dire. Alors pour revenir sur ce que tu as dit rapidement là, c'est Oui. vrai, tu as raison. C'est vrai que du coup, on sait pas quelle stipulation va avoir tel match. Mais tu vois, moi personnellement, je préférerais qu'il y ait aucune stipulation, enfin qu'il ne rassemble pas toutes les stipulations lors d'une même soirée pour le pay-per-view Extreme Rules, mais qu'au contraire, il n'y ait pas de pay-per-view comme Extreme Rules et que chaque rivalité ait le droit à sa petite stipulation tout au long de l'année. Parce que je trouve qu'on a vraiment très peu de stipulations hors des pay-per-view à thème. Et justement, je préférerais qu'ils le fassent lors des pay-per-view qui n'ont pas comme thème des matchs spéciaux. C'est compréhensible, mais je pense aussi que c'est une question d'organisation aussi derrière pour la WWE, parce que faire 10 tonnes d'acier pour l'Elimination Chamber, c'est un boulot monstre. Donc je pense que plutôt de se dire, ça se trouve, ils ont prévu le truc, finalement il y a une annulation, finalement il y a quoi que ce soit. Enfin, du coup, ils se disent, ok, c'est le mois d'octobre, on va avoir les nacelles, préparer tout, préparer tout. Enfin, il y a toute la préparation derrière, il y a la sûreté bien amont d'avoir le stade qui soit tout ce qui est correspondant pour quand même avoir la L nacelle au-dessus de leur stade et pas tous les stades malheureusement ont cette disponibilité là et du coup c'est aussi très difficile derrière de faire ça comme ça et Nation Chamber c'était pour SummerSlam c'était le Madison Square Garden donc ça avantageait énormément mais c'est sûr que bah justement, si maintenant Elimination Chamber sont dans la merde, c'est qu'ils galèrent déjà à lui retrouver une place. Et LNSL, même chose, ça prend une place énorme au final, rien que pour un stade. Et que je pense qu'au final, bah, c'était plus arrangeant de donner une date, de voir un peu les stades auxquels il peut faire ça, etc. derrière. Que plutôt que ça soit du coup sur une rivalité qu'il faut s'adapter à la rivalité, bah, que finalement c'est la rivalité qui s'adapte à la stipulation, quoi. Ouais, mais ils le faisaient avant. Pourquoi ils le font plus? Parce que c'est devenu des gens organisés. Moderne. Moderne. C'est pas de Mhm. l'organisation, c'est trop moderne. Parce que c'est sûr que ça fait frémir quand on dit moderne. Mais ça peut, si, ça. Maintenant, tu vois, et en plus, le pire, c'est que maintenant, je remarque que ce genre de pay-per-view, c'est un peu comme un pay-per-view secondaire. Parce que par exemple, Extreme Rules, il n'est pas considéré comme un pay-per-view principal. Tu vois, on le met à 3 semaines, 2 semaines d'écart entre deux pay-per-view. Elimination Chamber, c'était pareil. TLC, c'était pareil, c'était mi-décembre. J'ai l'impression qu'ils les mettent plus en mi-mois et je trouve ça encore plus dommage. Mm. Cela dit, il y a plus de pay-per-view du coup. Non, pas certain. Pas forcément. Bah, Là même, on a un pay-per-view en moins, du coup, vu qu'il n'y a plus Animation Chamber. Et que, ouais, il y a il y a plus de ça quelques Chamber. années, j'ai remarqué. C'est pas Il y a de dit ça ça, hein, quelques Melvin, années. hein. L'année dernière, Elimination Bah, Chamber avait été annoncé au dernier moment, hein. Ah, bah alors c'est possible qu'ils reviennent, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a de ça quelques années, on était à 16 pay-per-view par an. Et que là, du coup, on est passé à 13. Voire du coup, peut-être 12, ou non, 13. L'année dernière, je crois qu'on avait 14. Mais déjà c'est déjà un petit peu moins qu'avant. Oui, il y a eu des années à moins que ça même, hein. Il y a eu des années à moins que ça ouais, aussi. Mais je me rappelle plus des chiffres, par contre. Vers 2007-2008, il devait pas y avoir beaucoup plus de 12 pay-per-view, je dirais, hein. Ouais, il 11-12, y ouais. avait 12 pay-per-view. Ouais. 12 pay-per-view, puis 13 à peu près, du coup, à la période où il y a eu la création du pay-per-view à l'INSL, justement. Ouais. Ouais, donc 2009, quoi. Ouais, voilà, c'est dans cette période-là où on a encore réussi à remonter, mais on est quand même passé de 16 à 12. Hmm. Qui n'a pas parlé? Guillaume. Guillaume, je t'en prie, après je parlerai. Ça sent le gros Non, non, pavé. vas-y, vas-y, hein. Ouais, parce que Vas-y. là, j'ai un putain de bail à dire, en fait. J'ai envie de la Bah Oula. garder vas-y, pour le final. on Ça va être trop t'écoute. joli. Oula. C'est le moment de Melvin. Allez, c'est mon moment, en En espérant espérant que que... ça ne drop pas. Voilà. Si Mako part en couille, vous dites stop, arrêtez tout. J'ai trop de choses à dire. Enfin non, j'ai pas grand de choses à dire, mais ça devrait aller. Ça va être En tout cas, extrême, je pense. ça va être... Oh là là, j'adore.
Pour moi, au contraire, il donne pas moins d'impact et je trouve que justement, il a quand même encore plus d'impact parce que du coup, on parle vraiment, genre on se dit Extreme Rules, c'est le rendez-vous, tu vas avoir de l'extrême et tout, sans compter derrière que, oh, ça va. Oh non. Attends, reste calme. Kiss Me Sachant Horse que, Match, ouais, extrême. attends, s'il te plaît. Ça fait plaisir J'ai aussi. trouvé le contre-exemple là déjà. Oui, mais ça arrive et tu vas très vite comprendre que ce n'est pas forcément que des mauvaises choses. Vas-y, je te laisse finir. Et que déjà, du coup, du coup, tu dis que voilà, il y a un gros show qui s'appelle Extreme Rules. Bon, ça manque un petit peu d'originalité, c'est sûr, mais au moins, on sait qu'on va avoir quand même un petit peu d'extrême. Parce que derrière des embrassages de cul, il y a quand même des tables qui explosent, des échelles qui volent, des chaises qui tombent, enfin, il y a Des plein de choses. WLC Des tables qui avec s'enflamment de pas nains qui s'affrontent. correctement. Années 2009, 2010, 2011 ont eu 100% de leurs matchs en extrême. Après, j'ai vérifié tous les autres, c'est souvent deux matchs environ qui sont en match simple, notamment pour un titre. Et en 2015, il faut savoir que, excepté le match de Diva, tous les matchs étaient en extrême. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu tous les matchs masculins en stipulation. Il y a toujours une stipulation. Donc, il y a eu des stipulations de merde comme des matchs handicap, mais ça compte quand même comme une stipulation. C'est pas extrême, mais ça fonctionne quand même. Et du coup, c'est déjà ça. Et puis, ça reste quand même des putains de matchs. Et ça fait 8 ans, je crois, à peu près, on est quand même Edge coincé dans une échelle, un Hilter de Punk, Punk chauve, Jack Swagger vainqueur, Sheamus avec la barre de fer à tout faire, le premier règne de Christian, le premier match pour le titre ultime de John Morrison, Big Show qui perd le titre intercontinental en marchant sur une table, le premier match de Brock Lesnar depuis son retour sur une défaite, la domination du Shield en conquérant le titre US et Tag Team, Bray Wyatt avec des enfants, Ambrose et Harper se sont battus pendant plus de 50 minutes et dans une voiture, et Seth Rollins qui fait un RKO à Randy Cave Horton. Alors, et sur tout ça, ça fait 14 choses. Et sur ces 14 choses, tu as deux qui sont par show. C'est-à-dire que là, je t'ai juste dit deux choses qui se sont passées par chaque année. C'est tout. Donc c'est vraiment pour te dire. C'est vraiment que c'est pas forcément tout le temps extrême, qu'il y a parfois des situations un peu caca. J'avoue que je t'ai pas parlé je sais plus si c'est Sheamus ou Dolph Ziggler qui embrasse les fesses de l'autre. Mais dans tous les cas, il y a quand même putain de Ziggler. moments. C'est Dolph Ziggler, ouais. Et il y a quand même des putains de moments qui te restent quand même pas mal, qui te restent quand même pas mal dans la tête. Alors, moi, si je peux parler sur un truc que je trouve original, et je sais que sur Twitter, ça a beaucoup gueulé, justement. Et ce que je comprends pas, c'est ce genre de fans, pour la plupart, je dis pas tout le monde, mais la plupart, ils disent, ouais, la WWE manque d'originalité. Et quand ils te font un Asylum match, qui est quand même assez original, au départ, j'ai cru que c'était que le Steve Cage, mais tu vois qu'il y a des objets dessus, donc c'est original. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner, même si on peut pas s'attendre à un match énorme. Et ben voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je trouve ça vraiment original de faire un truc comme ça, quoi. Ça correspond avec le gimmick d'Ambrose et ça continue la rivalité contre Jericho. Je trouve ça vraiment bien. Le problème de cette stipulation, c'est qu'il y a un balai à chiottes et des seaux en plastique. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il y a des balais à chiottes et un truc en C'est qu'ils plastique? les mettent en gros plan, alors qu'il y a plein d'autres armes qui ont l'air grave stylées. Et Regarde, dans les asiles, tu crois qu'il y en a qui passent pas le balai et trucs et tout? c'est cohérent. C'est Ah complètement oui, bah cohérent. oui, c'est un Je asile. respecte, je respecte. Mais au passage, j'en profite juste pour passer un coucou. Je sais pas du tout parce que c'est son Facebook, donc j'ai pas envie de dire son prénom et son nom par l'internet et par YouTube. Mais du coup, j'ai vu grâce à lui une vidéo justement de l'origine d'Asylum Match qui vient de la TNA justement, qui était Lethal, Lockdown. Lethal Lockdown Hmm. exactement, qui est justement, mais là où tu as des guitares, tu as des kendo sticks, t'as plein de poubelles et de couvercles de poubelles, c'est absolument génialissime. Et là, enfin, ça ressentait 10 fois plus un truc vraiment badass. Et là, bah, du coup, ça respecte le thème de l'Asylum, comme tu dis. Mais ils auraient pu au moins prendre des sauts un peu plus durs, quoi. Et puis, il y a la plante de Mitch aussi. Il y a Mitch. Enfin, j'aurais préféré voir quand même plus d'armes encore. Par contre, il y a un très très bon bois entouré de barbelés qui, Oui, je pense, comme mais on parlait combien WrestleMania, qui va sera servir pas utilisé? pour, On se de- parlait de combien qui sera pas utilisé? Voilà, moi je pense qu'il y aura vraiment juste un roulage de pelle comme à WrestleMania 32. Ils ont voulu rester sur le thème du match, quoi. Ils ont mis des accessoires, voilà, qui sont en lien avec la rivalité. Ouais, le seul objet que je vois pas qui peut être utilisé, c'est le truc, le bois avec le barbelé, mais Hmm.
pourquoi pas donner des coups de balai, quoi, c'est bon, hein. C'est vrai, et puis ça va bien avec les techniques d'Ambrose, hein. C'est vrai qu'il aime bien utiliser des objets très particuliers pour frapper. Très insolite. Ouais. Ouais, Il y a l'extincteur Non, aussi. très mal. Oui, Bon, c'est un peu. Lexington n'a été utilisé que pour faire joli à la fin du match contre Brock Lesnar et Oui, Adam il va quand même Cole. asperger la gueule. Mm. Hmm. Guillaume, on te laisse l'honneur. Moi, je pense que vous avez à peu près tout dit. Pour moi, Extreme Rules, c'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est vraiment Elimination Chamber parce que même si avant aussi il y avait un pay-per-view exprès pour, ça enlève toujours ce choc de dire waouh, il y a ce pay-per-view là, c'est pas Battleground, dedans il y aura un Elimination Chamber ou un ANSL ou un TLC. Parce que TLC aussi est frappé par ce genre de pay-per-view. Et pour moi, ça enlève vraiment le choc de se dire, ok, c'est unique, il y en a pas tous les ans. On en a un au prochain pay-per-view, c'est un truc à ne pas rater. Et Extreme Rules fait partie de ces pay-per-view où tu te dis que, bah, au final, t'en as un chaque année. Si tu veux en voir d'autres, tu retournes sur Network et tu regardes celui de l'année dernière. Et ça enlève vraiment pour moi, ça enlève l'impact qu'a ce genre de match. Surtout pour des rivalités qui n'en ont pas forcément besoin. C'est le problème, parce que comme c'est un pay-per-view à stipulation, ils se sentent obligés de mettre des stipulations dans leur match alors qu'ils n'en ont pas forcément besoin. Et c'est aussi un problème parce que ça donne une importance qui à la base euh, sur une rivalité qui n'avait pas besoin d'être forcément prise au sérieux avec des tables, des chaises, des échelles. Bah ça te donne quand même cette impression que waouh, c'est gros, mais ça décrédibilise aussi le match, quoi. Et puis, petite parenthèse aussi, pour revenir un petit peu à Melvin, ce que tu disais Oui. tout à l'heure, les pay-per-view Extreme Rules d'aujourd'hui ne sont plus non plus ceux que l'on avait dans les années précédentes, hein. Mm. Ça en perd de plus en plus au niveau de la brutalité, quoi. Ah, on a eu un RKO de Seth Rollins, pour moi c'est déjà très bien. Oh, On a eu oh Ambrose là Harper là. qui s'est combattu dans des voitures. Et Ouais. puis, pour revenir avec le match entre Bray Wyatt et John Cena, qui en soi n'était pas un match absolument dingue, mais juste pour l'ambiance que ça a donné avec cette histoire justement de tous les enfants qui étaient apparus une fois dans le noir, c'était impressionnant. Hmm. C'est sûr on n'a pas des gros souvenirs d'extrême, parce que déjà en plus c'est très difficile de faire par rapport à ce qu'on avait déjà fait à l'époque, mais je trouve quand même qu'ils se démerdent encore très bien. Après, je conçois que Guillaume, il trouve que pour certaines rivalités, t'as pas besoin d'un TLC match par exemple, mais que vu que t'es en décembre, bah, t'es obligé d'en faire un. C'est compréhensible, mais dans tous les cas, un truc que je suis pas trop, c'est est-ce que ça te fait chier d'avoir du coup de te dire bah tiens à la fin de l'année je vais avoir un TLC match. Non, ça fait pas chier, mais ça enlève justement le côté surprise du genre, ok, cette rivalité mérite un TLC match comme ça l'a été. Pour moi, Ouais. l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le TLC de SummerSlam 2009 entre Punk et Hardy, où là tu te dis, ok, c'est exceptionnel. Ton main event, c'est un putain de TLC match entre deux tarés. Faut que tu le vois. Tandis que là, c'est une pay-per-view TLC, et là tu fais, ok, c'est John Cena dans le main event face à Randy Orton, ça a moins de gueule déjà. Donc ça enlève aussi Hmm. du côté extrême du match. Mhm. Après, Melvin, si je peux te dire, enfin, je vois pas en quoi, enfin, je sais pas trop en quoi tu voulais venir, si on peut reparler des enfants avec Bray Wyatt et Oui. John Cena. Allez, vas-y. Euh, en quoi, ça fait un peu bizarre dit comme ça, ok. Et en quoi ça peut être, c'est pas, alors je trouve ça très intelligent de la WWE de faire ça, mais je vois pas ce qui est extrême. Mais c'est vrai que par contre, C'est ce que je disais. niveau pression, je trouve que la WWE a fait un boulot de génie parce que Bray Wyatt qui est dans un côté un peu dark et que comme quoi bah, on a la parfait dans les livres ou dans les films où il y a tous ces shorts basés sur l'ésotérisme ou tout ça, où l'enfant est toujours le premier cité, et jouer justement sur un enfant qui chante contre Sina et tout, des enfants avec des têtes de moutons, je trouve ça vraiment bien. Non, mais c'est vraiment bien foutu. C'est vraiment, vraiment bien foutu. Les Bah, enfants les avec têtes la de tête moutons, de c'est parce qu'ils mouton. avaient, non, parce qu'ils avaient les masques. Ils avaient des masques de moutons. On va se Ah, je croyais quitter. que c'était les gosses de Eric Rowan. Non, non, ils avaient des masques de moutons. On va se quitter sur la tête Vous de vous mouton, rappelez? ça va être sympa.
vous vous rappelez du segment Euh, à Raw? Le segment à Raw, il y avait tous Oui, les oui, enfants. oui. Oui, non, mais c'est Ouais. bon, on se rappelle, Louis. Ouais, ouais. Non, parce qu'en fait, comme tu le racontais, en fait, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient des masques. On avait vraiment l'impression que c'était des gamins avec des têtes de mouton, quoi. Ah mon dieu. Donc, pour ce top 5, comme cité précédemment, on va donner notre top 5 de nos matchs extrêmes préférés. Et on va commencer tout de suite avec Louis. Donc, quel est ton numéro 5? Alors, donc déjà, je tiens juste à dire que dans mon top 5, j'ai juste mis des matchs un peu les plus modernes possibles, qu'on compare pas à 20 ans auparavant. Donc, pour ma cinquième position, j'ai mis Edge contre Mick Foley à WrestleMania 22. Voilà, qui était un très bon match et extrême, comme on les aime. D'accord. Elvin? Ça a été un très très bon choix parce que moi j'avais un petit peu plus galéré pour le cinquième choix et j'ai mis un choix purement personnel. J'ai mis Jeff Hardy contre Edge, le dernier match d'Extreme Rules 2009, qui est pour moi le dream match que j'attendais depuis tellement longtemps à cette époque-là, qui est un super match qui mérite pas du tout totalement vraiment une place de cinquième là-dedans, mais c'est vraiment un gros coup de cœur personnellement. C'est un peu l'équivalent du Jeff contre Matt pour WrestleMania 25 pour moi. Il était vraiment incroyable. C'était super. L'utilisation en plus finale et tout. Enfin, l'utilisation des échelles était parfaite, je trouve. Et que c'était un très bon combat et que j'aime beaucoup. Et puis, vu que c'est Extreme Rules, je me suis mis dans, dans le thème. Alors moi pour mon top 5, moi contrairement à ce qu'a dit Louis, j'ai essayé de varier un petit peu, hein, j'ai mélangé un petit peu toutes les époques et bah, j'ai décidé d'inclure quand même un match assez moderne dans mon top 5, même s'il ne fait pas partie des plus violents et des plus extrêmes. Mais quand même, c'est le dernier qui me vient en tête dans l'ère moderne, c'est le CM Punk contre Chris Jericho, le Chicago Street Fight qu'on a eu à Extreme Rules 2012 et j'ai vraiment adoré ce match et voilà, il méritait sa place dans ce top 5 selon moi. Moi, en numéro 5, j'ai mis le Edge et Nick Foley contre Tommy Dreamer et Terry Funk de One Night Stand, je crois que c'était en 2006. Le match était vraiment violent, il y avait du sang, c'était assez bien foutu et il était vraiment très brutal. Donc, j'ai mis en numéro 5. On passe au numéro 4 du coup. Donc, au numéro 4, j'ai mis Randy Orton contre Shane McMahon à No Way Out 2009, qui était un match bien extrême et très surprenant. Enfin, le match, je m'y attendais pas beaucoup, donc très C'est surprenant. vrai, c'est vrai, je l'avais plus en tête, mais c'est vrai. Mm. Bah, moi, j'ai pris un classique. J'ai vraiment pris un classique pour ma quatrième place. C'est le Rock versus Mankind, le High Quit match du Royal Rumble 1999. Qui a été déjà une de mes plus grosses frayeurs de ma jeune carrière de regardeur de catch. Mais vraiment, c'est impressionnant, c'est violent, il y a énormément de risques, c'est très extrême. Et on sent tellement la malhonnêteté du Rock à chaque coup de chaise qu'il donne à Mankind, c'est impressionnant et c'est un des plus gros matchs qui représente l'attitude era. Alors moi, à la quatrième place, j'ai mis un match de Armageddon 2006. Alors il faut savoir que c'était un match qui était improvisé, qui n'était pas prévu, et justement pour un match qui était improvisé, contrairement à ce que peut nous proposer la WWE dans les années 2015-2016, c'était un très bon match, c'était un Fatal 4-Way Ladder match. C'était les M&M contre London et Kendrick, contre les Hardys et contre Regal et Taylor. Avec cette fameuse blessure, mais qui a marqué mon enfance, de Hmm. Mercury au nez, qui se prend l'échelle en pleine gueule. Et voilà, c'était vraiment pas prévu. Il a eu des gros problèmes au nez pendant de nombreux mois. Il a mis beaucoup de temps à se rétablir. Et très bon match, extrême, avec une blessure qui n'était pas prévue, très sanglante. Voilà, ça m'a marqué. Très bon choix. Et n'oubliez pas Moi, les enfants, une blessure au nez peut vous rendre chauve. D'accord. C'est quoi moi ces conneries? en numéro 4, j'ai Ah oui, mis CM. je viens de comprendre Mec, le truc à Melvin, excuse-moi. Parce que Joey Mercury, là, après la seule fois où on l'a revu après ses blessures, c'est quand il était Oui, chaud oui, avec oui. Genuine Security, voilà. ah Je non, dis on ça l'a de nom. revu avant avec CM Punk. Oui, mais arrête de casser le mythe, s'il te plaît. Non, j'aime tout casser, ok? Oh là là, cette intervention Vas-y, inutile. Guillaume, du coup, J'ai je te prends rarement ton vu ça. docu.
Du coup, en numéro 4, j'ai mis CM Punk contre Chris Jericho Extreme Rules. C'était 2012, excuse-moi. Donc c'est le même que celui d'Axel. C'est un de mes matchs préférés, non seulement avec Punk ou avec Jericho, mais c'est juste un de mes matchs Extreme Rules préférés. Tout simplement. Pour mon numéro 3, donc c'est le match le plus récent de mon top 5, c'est The Shield contre Ryback, Brian Kane, à TLC 2012, qui était juste pour le premier match du Shield, un match vraiment, vraiment bon et bien extrême. Moi, même chose. Alors, du coup, moi, j'ai essayé de varier un petit peu. J'ai pris des stipulations assez différentes. Et là, du coup, je voulais mettre le Hell in a Cell parce que Hell in a Cell, on avait énormément de gros matchs. Mais j'ai mis Cactus Jack contre Triple H à No Way Out 2000, qui est, c'est pas mon Hell in a Cell préféré, mais c'est un des plus incroyablement violents et flippants. Enfin, c'est vraiment impressionnant la violence de Triple H qui est incroyable. Cactus Jack qui est au risque, avec le même, quand ils sont sur le dessus de la cage, enfin, la ferraille qui est archi molle, t'as l'impression à chaque fois qu'ils vont tomber, enfin, c'est une prise de risque absolument énorme. Et c'était vraiment incroyable à voir. Et c'est vraiment un match que je conseille à tout le monde s'ils veulent voir un Hell in a Cell match vraiment hardcore. Alors moi mon top 3, il faut savoir qu'à la base ce n'était pas un match extrême, enfin c'est un match normal. Mais mon Dieu qu'il fut sanglant, j'ai rarement vu ça et c'est pour ça que je l'ai mis à la troisième place. C'est Eddie Guerrero face à JBL à Judgment Day 2004. J'ai rarement vu un catcheur perdre autant de sang dans le ring. Vraiment, c'est incroyable. Eddie Guerrero a saigné comme un malade, j'ai jamais vu ça. Ouais, mais c'était pas un match si extrême que ça derrière. C'est sûr qu'il a Non, signé. alors là je C'est suis parce C'est pas qu'il un d'accord. s'est match foiré. extrême. Il s'est foiré avec sa lame. Enfin, en Parce fait, il a que juste entré sa lame un petit peu trop profondément dans le crâne. Bah et Il a ouvert une il a artère. coupé une artère. Ouais. Ah Désolé de ouais. casser le mythe au passage. C'est pas aussi casser le mythe, mais c'est vrai que c'était très très impressionnant à voir. Ça, c'était vraiment très flippant. Ouais, j'ai rarement Faut vu autant de savoir, sang dans un ring, hein, vraiment. faut savoir que genre une minute après qu'il soit retourné backstage, il s'est évanoui Ouais, dans ouais, ouais. les vestiaires. Hmm. Donc c'était assez chaud. Et donc Mm. du coup moi en numéro 3 j'ai décidé de mettre Edge contre Mick Foley à WrestleMania 22, qui est un des premiers matchs hardcore que j'ai vu, et surtout ce spear à travers la table en feu qui était juste énorme, magnifique. Le match en lui-même qui était très bon avec Mick Foley qui a fait du très bon travail pour mettre en avant Edge. C'est juste un des meilleurs matchs extrêmes que je connaisse. Alors, pour mon numéro 2, j'ai mis Edge contre John Cena à Unforgiven 2006, qui était juste un match hyper badass. Comme le pay-per-view d'ailleurs. Eh bien, moi, numéro 2 alors là, j'ai mis un de mes plus gros coups de cœur. Triple H, Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T, Kane et Shawn Michaels. Elimination Chamber match de SummerSlam 2002, le tout premier Elimination Chamber match. Faut savoir que c'est ma stipulation préférée, que j'ai vu tous les Elimination Chamber match. Et que pour moi, celui-là, c'est très clairement celui qui vaut 10 000 fois plus derrière. Parce que derrière, déjà, tu as la rivalité Triple H et Shawn Michaels, qui pour ceux qui ont joué à WWE 2K15 connaissent la rivalité de taré mental. Mais en plus, on est en match au top. Chris Jericho qui a été génial. Rob Van Dam, incroyable, qui prend qui prend des prises de risque complètement tarées. Booker T qui danse super bien. T'as Kane qui était grave cool. Triple H qui était complètement ouf. Et justement, il y a un truc par rapport à ça. C'est que Triple H, à peu près dans la, dans les débuts, vers 10-15 minutes, je crois, il s'ouvre une artère. Pas une artère, une bronchite, une connerie Hmm. comme ça, quelque chose comme ça, et que justement, enfin, quand tu vois qu'il fait un match de taré mental derrière et dans l'état où il est, enfin, c'est incroyable, c'est vraiment impressionnant. Shawn Michaels qui était très très excellent aussi à ce moment-là. Et c'est pour ça, vraiment, pour avoir vu tous les Elimination Chamber, c'est vraiment le must du must des Elimination Chamber match. D'accord. Alors moi, la deuxième place, j'ai mis, comme l'a déjà cité Guillaume, un classique de WrestleMania, un classique des matchs hardcore. C'est le Edge face à Mick Foley à WrestleMania 22. Voilà, je pense qu'on n'a même plus besoin de le décrire, hein. Spear à travers la table en feu, barbelé, vraiment très brutal. Un classique. Et donc moi en numéro 2 j'ai décidé de mettre un de mes matchs préférés, un des matchs qui m'a fait aimer le catch. Il implique de mes catcheurs préférés, c'est le Jeff Hardy
contre CM Punk, TLC à SummerSlam 2009. C'est un match brutal, sans pour autant avoir de sang. Il y a utilisation parfaite, que ce soit de la chaise, de l'échelle ou des tables, avec derrière le retour de l'Undertaker. Pour moi, c'est un des meilleurs pay-per-view de ces dernières années et un des meilleurs matchs TLC qui existait. Alors, pour mon top 1, le meilleur du coup, j'ai choisi CM Punk contre Jeff Hardy à SummerSlam 2009, qui, je pense qu'on n'a pas besoin de le décrire, quoi. C'était le match, peut-être qu'il se fait tourner la tête, mais le match le plus impressionnant de, je sais pas si on pourrait dire de ma carrière de fan, mais voilà, c'est ça. Moi, j'ai parlé de ma carrière de regardeur de catch. Mais moi, pour mon numéro 1, j'ai décidé de prendre un des matchs les plus bluffants qu'on a pu avoir à l'époque. Alors, je comprends tout à fait qu'on puisse prendre le TLC match de Punk et Jeff Hardy, ce qui a été extrêmement énorme, même si le final, je suis un petit peu déçu que Jeff Hardy tombe juste pour un coup de poing. Pour moi, le TLC match qui est pour moi en plus mon match préféré, mon match extrême préféré, c'est celui de WrestleMania 17, Edge et Christian contre Hardy Boys contre Dudley Boys. C'est c'est la plus belle chose que peut exprimer l'extrême. C'est incroyable, c'est super bien foutu avec Edge et Christian et Hardy Boys qui commençaient tout juste à la WWE, les Dudley Boys qui étaient déjà l'une des équipes enfin l'équipe la plus extrême de l'époque et qui l'est encore même maintenant. Enfin, il y avait un mélange apocalyptico splendide, c'était tellement impressionnant. Enfin, c'est rempli de moments complètement tarés, inoubliables et ça fait de ces 6 hommes des grands tops. Tout ça. Alors moi mon top 1 c'était un hardcore match et encore une fois j'ai rarement vu un match aussi brutal que celui-ci. C'était un match pour le titre intercontinental, il est très peu souvent cité et pourtant je pense qu'il mérite d'être cité plus souvent. C'était Randy Orton face à Cactus Jack à Backlash 2004, très sanglant. Il y a eu des punaises, il y a eu la Barbie de Cactus Jack, il y a eu des tables avec des barbelés dessus. Vraiment, c'était une boucherie et j'ai adoré ce match. Vraiment, il mérite pour moi vraiment cette première place. Bah, c'est l'époque où Mick Foley avait vraiment, c'était vraiment le mec qui faisait passer des tests aux jeunes superstars pour savoir s'ils étaient suffisamment extrêmes pour être ici. Mm. Comme il avait fait justement avec Edge. Et moi, mon dernier match, je suis choqué que personne d'autre l'ait mis. Enfin, je crois pas que l'ait mis. Mais je suis choqué qu'on en avait pas plus parlé. C'est Undertaker contre Mick Foley, King of the Ring 98 en Hell in a Cell. Je suis désolé pour moi, on peut pas faire plus extrême et plus brutal que ça. Peu importe Triple le H match. contre Cactus Jack. Non, t'as pas autant de boucherie que dans celui de Taker et Mankind. Non, justement, c'est le problème, c'est que parce qu'il y a les deux prises énormes. Il y a la chute qui vaut beaucoup du coup dans celui-là. Mais c'est justement Triple H Cactus Jack. Je sais plus. C'est Cactus Jack qui veut, je sais plus du tout quoi faire à Triple H qui le surpasse. Le truc qui explose, le ring qui explose. Enfin, t'as même une torche. Ils utilisent une putain de torche. C'est trop génial. Il y a des chaises. Enfin, t'as toujours l'impression qu'ils vont se péter, qu'ils vont passer à travers la truc. Et t'as vraiment une tension dans le match entre Cactus Jack et Triple H. Et c'est pour ça que justement, je l'ai pas dit celui-là. Et que j'ai préféré dire celui-là. C'est pour moi, en Hell in a Cell match, c'était vraiment le plus extrême dans sa globalité. Certes, mais celui-ci, c'est le classique. Si t'es fan de catch que t'as pas vu celui-là, t'es pas fan de catch. Celui-là, tu peux pas passer à côté. C'est le moment, je suis désolé, mais c'est le moment le plus impressionnant et le plus dangereux qui a été créé à WWE. Et honnêtement, rien que pour ce match, Mick Foley mérite absolument tout le respect du monde pour ce qu'il a fait pour la WWE et même pour l'industrie entière ce jour-là. Et pour moi, il mérite largement d'être le numéro 1 de mon classement pour de mes 5 matchs préférés extrêmes. Cette phrase n'a aucun sens. Mais c'est beau, c'est très beau, beau. c'est beau. Je pleure, putain. Donc, on va continuer avec la
rubrique question des fans, question que vous pouvez nous poser via Twitter. Et aujourd'hui, une question de Ibrahim qui demande que pensez-vous du booking de Goldust ces derniers mois? Donc, allez-y, commencez. Axel, tiens. Le booking de Goldust. Alors au début j'étais pas fan, voilà, avec Ertrouf. Bon, voilà. Il en faut des comiques à la WWE. On a eu Santino, on a eu Hornswoggle. Bon, y a plus trop ce genre de personnage. Il y a toujours Goldust et Ertrouf. Euh, il en faut. Voilà, j'ai envie de dire, il en faut. Après, moi, c'est pas le genre de booking dont je raffole. Goldust mérite mieux selon moi. Euh, J'ai rien d'autre à ajouter, hein. Voilà, moi personnellement, je suis pas fan. Objectivement, il en faut. Après, j'espère pour lui que ça va pas durer trop longtemps, quoi. Voilà. Là, on est dans le jobbing. Je sais pas si ça se dit le jobbing, mais le jobber ultime, quoi. J'avoue. Et donc, toi, Melvin, tu penses quoi du booking de Goldust en ce moment? Je trouve ça sympatoche pour son âge, pour ce qu'il est actuellement. Moi, j'aime bien. En plus, des fois, bah, on le voyait un petit peu dans des petits trucs sans grande importance. Là, maintenant, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, c'était un petit peu des trucs à la con avec l'histoire avec lui et tout. Je trouvais ça même très amusant, du coup, c'est un petit peu de relation de je t'aime, moi non plus. C'est un truc un peu surfait, mais c'est toujours un peu sympa d'en avoir un petit peu de temps en temps. Et puis, il y avait des jolies blagues comme Mark Henry qui vole la pizza. Enfin, des blagues du très, bien évidemment, hein. Ça remplit de joie et de bonne humeur, c'est sûr. Là, Mais, j'imagine le mec qui n'a pas regardé la WWE depuis longtemps, qui écoute cette émission et qui se dit: Oh putain, Mark Henry qui vole des pizzas, quoi, ça a l'air d'être trop bien. ah non, mais moi, je trouve ça amusant, tu vois, ça fait du bien, tu sais, entre deux combats, un peu de tension, bah, tu te libères un petit peu avec une petite une J'adore petite tes feu de détente. références. Ah, mais voilà, ça m'avait vraiment marqué ce moment-là. Ouais, ouais. C'est vraiment incroyable. Parce que tu Mais voles la ouais, pizza, peut-être, non? oui, bah, tu sais, les pizzas de Chicago, ça donne envie. Le mec il se fait chier devant des Baylor face à Samoa Joe et il kiffe Mark Henry avec les pizzas, quoi. Non mais, Pas à un dit que je me moment faisais chier, donné. tu sais que ça m'embêtait. Mais, Ouais, c'est un peu mais les pareil. pizzas, c'est quand même vachement cool. D'accord. Mais, mais oui, moi j'aime bien, c'est bien d'avoir des petits trucs comme ça, et puis ça leur donne leur petite utilité. Et puis Goldust, c'est quand même un bon catcheur derrière. Comme Thibaut dit souvent, c'est le mec qui est là depuis plus longtemps, que le Nerdinger, ça fait 25 ans qu'il est là. Voilà, j'imite toujours très bien Thibaut. Mais, dans tous les cas, ouais, j'adore vraiment et je suis vraiment content qu'il ait encore du boulot et qu'il bouge avec Cartrouve parce que j'aime quand même vachement bien ce catcheur. C'est un catcheur très talentueux. C'est un mec qui a du micro et il faut pas forcément cramer là-dessus. En plus, il s'est remis à rapper, c'était bien. Ça me gênait pas trop. Mais ouais, moi, je trouve ça super sympa. Je trouve ça bien cool. Ça distrait et puis ça a permis d'avoir un Fandango et un Tyler Breeze un petit peu qui remonte la pente étant donné Oh, oh. leur récente chute. Alors là. Ah, Tyler Breeze et Pour Fandango. remonter, attends, je sais pas si tu te rends compte, mais pour remonter la pente avec quand même R-Truth et Goldust, c'est qu'il faut déjà être bien bon. Parce que tu préfères que Tyler Breeze se fasse péter la gueule par le jobber le plus actif de la WWE, peut-être. Ah bah ça reste des jobbers, hein, ça reste vraiment du low card, hein. Bah forcément, c'est du locard et ils restent en bas, mais au moins, ils ont un petit peu leur apparition, ils sont pas si dégueulasses. Fandango qui bouge tout le temps du bassin, j'achète. Les femmes achètent aussi, c'est génial, Bah toi ça plaît à t'achètes tout le même Mark monde. Henry avec une pizza, donc au bout d'un moment. Exactement, je suis pas difficile. Mais, mais voilà, c'est du divertissement pur et dur et je trouve ça quand même sympa. Et Goldust, il a toujours fait ça. Je me rappellerai toujours de sa rivalité avec Booker T où il le suivait absolument partout. Où il le suivait dans des magasins et t'avais des plans comme ça de vidéos où au lieu de voir Mark Henry bouffer une pizza, tu voyais Goldust avec sa perruque blonde en train de siroter un smoothie tout en suivant Booker T. Ça m'avait marqué ce moment-là, c'était incroyable. Non, mais Mais voilà, on a même eu des angles avec Mark Henry qui couche avec Mae Young et qui accouche d'une main. Donc à un moment donné, on peut avoir n'importe c'est- quoi. Ah, le bon vieux c'était temps. quoi ce surnom? C'est Sexual Chocolate? C'est ça. Ouais. Ah, j'adore cette époque, j'aime beaucoup. Ah, je trouve ça énorme. Mais voilà, Goldust a toujours été un énorme divertisseur, un mec qui a un charisme vraiment très impressionnant et ça me plaît de le voir encore dans ces délires-là. C'est sûr qu'il est très impressionnant. Vas-y, Louis, du coup. C'était ironique, hein. Mais, bah, oui, bon, Godos, c'est quelqu'un qui est là depuis la nuit des temps, comment on pourrait dire. C'est vrai qu'il est là depuis pas mal de temps. Et, ben,
c'est vrai que là, on le revoit un petit peu. La dernière fois qu'on le voyait assez régulièrement, on pourrait dire quand c'était avec Cody Rhodes, ou d'ailleurs, c'était une très bonne équipe. Et ça mettait enfin Goldust en avant, et je trouvais ça vraiment bien. Et ben là, voilà, ben là, ça le. Oui, c'est toujours marrant, je suis d'accord avec Melvin. Bon, je me rappelle plus trop du truc avec la pizza, mais bon, c'est marrant, ça te détend un petit peu. Et voilà. Mais oui, bon, c'est pas le meilleur des bookings, mais au moins ça remet Goldust sous la télé, quoi, sous les caméras. Et je trouve ça pas mal pour lui. Pour se Remettre faire un petit peu Goldust d'oseille. Oui, sous la caméra, ou sur la caméra, ou comme tu veux. sur la télé. Ouais, où tu veux. Dans ton cul, si tu veux, n'importe où. Allez, un cul en or. C'est beau ça, Ras. Ça s'appelle Goldas. Putain. Oh bordel. On va Oh passer là, à la c'est question des... suivante parce que là. Question suivante qui nous a été posée par Hakim qui demande si Brock Lesnar a perdu de la crédibilité depuis qu'il n'est plus champion du monde de la WWE. Que vas-y, Louis. Alors, est-ce que il a perdu? Oui. Bah, en fait, je trouve ça dommage, c'est que moi, je m'attends pas à un retour déjà très proche de lui, même si c'est quelqu'un, voilà, très bon catcheur, avec Paul Heyman, c'est très bien. Mais le problème avec ce genre de catcheur, c'est que c'est très dur de trouver un match, des résultats, un scénario approprié, parce qu'ils ont trop voulu je sais pas comment on peut dire, le cheater, l'overnoter, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, faire l'imbattable, le tank qui bat l'Undertaker, qui à WrestleMania, qui détruit John Cena à SummerSlam. Et le problème, c'est que maintenant, c'est bien plus dur à faire un truc qui lui convient. Et du coup, la WWE manque cruellement d'inspiration, apparemment, avec lui. Et c'est ce que je peux comprendre, voilà. Ils ont fait vraiment une bête. Et le problème, c'est que quand tu fais une bête, eh ben, tu trouves plus le moyen approprié pour lui trouver un truc comme il faut. Parce qu'il est quand même considéré comme un imbattable. Et le problème, c'est que quand tu es imbattable, voilà, à part David et Goliath, à la WWE, je pense pas que ça marche toujours comme ça. Si, il y avait Vladimir Kozlov et Roussev. Ouais, mais bon, c'est pas resté longtemps. À part pour Rusev qui est resté plus d'1 an. Mm. Mais ouais, moi là, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Je pense pas que ça ne le crédibilise. Je pense pas que ça le crédibilise forcément parce que ça reste quand même la The Beast, The Beast. Il a Paul Heyman pour le garder en crédibilité. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il a un cheat code. Ça, je suis sûr de 100%. Voilà. Axel? Alors moi, pareil, je pense pas qu'il ait perdu en crédibilité. Il est sûr qu'il n'a plus la même crédibilité que celle qu'il avait lorsqu'il a battu la streak, lorsqu'il est devenu champion du monde en squashant John Cena, évidemment parce que ce sont des faits marquants. Ça a marqué l'histoire, donc bon non plus, il peut pas non plus marquer l'histoire toutes les semaines. Donc évidemment, il va avoir des matchs et des segments plus importants que d'autres, c'est normal. Mais sa crédibilité, il l'a toujours. Voilà. Quand tu sais que. Enfin, quand on va t'annoncer que tel superstar va affronter Brock Lesnar, voilà, tu sais que ça va être un affrontement brutal. Tu sais que Brock Lesnar, ça va être une top rivalité, quoi. Ça va être une rivalité qui va être mise en avant. Brock Lesnar est une top star. C'est toujours le catcheur, selon moi, le plus crédible actuellement à la fédération. Voilà. C'est juste que il n'a plus les mêmes importances que celles qu'il a eues grâce à la streak et grâce au titre de champion du monde. Mais il est toujours crédible. Guillaume. Je pense la même chose, même si son match à WrestleMania 32 l'a beaucoup décrédibilisé, je trouve. Ça reste toujours une bête, surtout avec l'aide de Paul Heyman qui peut leur monter dans les styles n'importe qui en moins de 2 minutes. C'est toujours The Beast, et tant qu'il n'aura pas à se faire une grosse défaite, par exemple contre un John Cena comme en 2012, me semble-t-il, ou face à un Triple H ou des trucs dans le genre, sa crédibilité ne sera pas entachée, mais en attendant, bah, c'est, on le voit plus. Je sais pas quand est-ce qu'il reviendra d'ici SummerSlam, à mon avis, mais pour l'instant, sa crédibilité n'est pas non plus très haute après son match à WrestleMania 32. Hmm. Je pense qu'on a fini sur les questions.
Ouais, Donc on va passer à la dernière rubrique qui est la chronique Guillaume Tex. on a hâte, on a hâte. On a hâte, hâte, hâte. Et donc, on va conclure ce soir avec la chronique Guillaume Takes Over, dans laquelle je vais vous conter le booking du retour de Seth Rollins. Donc, c'est pas quelque chose qui va forcément se produire. Le but, c'est que c'est un fantasy booking. Donc, c'est la façon dont je pense serait idéale pour booker le retour de Seth Rollins, main eventer, ancien champion du monde. Si vous ne connaissez pas, allez sur Wikipédia. C'est un des retours les plus attendus en ce moment et j'ai donc décidé de m'attaquer à ce très très gros booking pour cette première chronique. Donc ça prend place au Raw, ça commence juste après le Raw de Money in the Bank dans lequel on retrouve Roman Reigns qui est champion, qui a défendu son titre contre je pense AJ Styles qui aura prolongé la rivalité jusque-là. Et donc, je choisis Roman Reigns tout simplement parce que le retour de Seth Rollins se fera évidemment, comme on l'a dit plus tôt, en face turn, en babyface. Il aura beaucoup de hype et du coup, il devra directement monter dans le main event et évidemment réclamer son titre qu'il n'a jamais perdu. Et ce sera une très grosse partie de la rivalité parce que au lendemain de Money in the Bank, Roman Reigns arrive dans le ring et fait voilà, j'ai battu AJ Styles. J'ai prouvé à tout le monde que j'étais the guy, que j'étais the champ, que personne ne peut me battre et que maintenant je suis intouchable. Et sur ce, on entend la musique de Shane McMahon et McMahon qui arrive aux abords du ring et qui fait d'accord, tu veux prouver que t'es le meilleur, que t'as personne qui peut te battre, pas de problème. Tu n'as toujours pas de challenger pour le prochain pay-per-view qui est Battleground. Je t'en trouve un avant la fin de la soirée. Ce soir, dans le main event, tu as un match. Et après ton match, je te dirai qui tu affronteras à Battleground. Donc, l'Euro se passe, le main event arrive, Roman Reigns gagne évidemment son match contre, on va dire, Chris Jericho, un autre Kevin Owens, un heel. Et juste derrière ça, Shane McMahon arrive pour enfin révéler le challenger numéro 1. Et avec la surprise des fans, on entend la musique de Seth Rollins. Et Rollins qui arrive aux abords du ring, qui monte dans le ring en superbe costard cravate, sans micro, sans rien. Il regarde Reigns droit dans les yeux et lui dit juste You're not the champ, I am. Je suis le champion, en pointant le titre du doigt. Donc, ça, on a déjà un Seth Rollins qui est donc challenger numéro 1 pour Battleground au titre de Roman Reigns. Et donc, jusqu'à Battleground, on a un Reigns qui joue énormément sur son ego en disant je suis le meilleur, personne ne peut me battre. Certes, tu vas essayer, mais tu vas échouer. Tu as essayé de prouver déjà dans le passé que tu étais le meilleur. Tu as remporté le titre, bravo. Tu as profité de la situation l'année dernière. Cette année, ça se reproduira pas. C'est un match 1 contre 1. Tu pourras pas te cacher derrière Brock Lesnar après un match de 15 minutes. Tu pourras pas te cacher derrière JJ Security. À Battleground, ça sera un face à face et tu vas te faire défoncer. Tu vas te faire botter le cul. Et Seth Rollins qui joue là-dessus en disant d'accord, tu penses ça, je vais te prouver à Battleground que non seulement je suis meilleur que toi, et que je suis un meilleur champion. Et donc cette rivalité joue énormément au début sur Reigns qui, qui ressort avec un énorme ego en disant que non seulement c'est le meilleur, mais qu'aussi Rollins n'est pas prêt parce que la dernière fois que c'était un main eventer, son corps n'a pas tenu, ses genoux ont pété, que il n'a pas l'étoffe, un peu comme Triple H disait à Daniel Bryan, tu n'es pas un A-player, t'es loin derrière, tu mérites même pas une chance pour le titre. Heureusement que Shane est là. Et donc on arrive à Battleground où les deux s'affrontent dans un très bon match et avec un Seth Rollins qui domine énormément le match, à pas grand chose, mais la plupart du match, à 60-70%, il domine Reigns et Reigns qui à chaque fois arrive quand même à revenir avec sa puissance en mettant des énormes uppercuts ou en surprenant quand Rollins est dans les airs. Et donc le match avance et vers la fin de match, Rollins va pour faire son springboard avec le coup de genou qui est devenu au fur et à mesure un de ses finishers. Reigns le contre avec un énorme spear qui le coupe en deux, le tomber. 1, 2, dégagement de Rollins.
Donc Rollins qui commence à devenir vraiment très très fort, qui commence à se relever. Reigns qui se demande qu'est-ce qu'il va devoir faire pour mettre à terre Rollins. Reigns qui se relève, qui va prendre un deuxième spear. Sur ce, Rollins contre avec un coup de genou, un peu comme il a fait à John Cena quand il lui a pété le nez. Il lui met un énorme coup de genou pareil. Reigns totalement sonné tombe au sol. Rollins monte sur la troisième corde pour exécuter son Phoenix Splash. Si vous savez pas ce que c'est la prise du haut de la troisième corde qu'il a exécutée lors du Royal Rumble 2015 avec Cena et Brock Lesnar. Si vous voyez toujours pas, allez sur YouTube, vous marquez Phoenix Splash, Seth Rollins. Et donc, il va pour exécuter son Phoenix Splash. Et Reigns, qui, avec l'incompréhension totale du public, chope l'arbitre et le balance dans les cordes, ce qui fait déstabiliser Rollins et s'explose la tête de la première dans les cordes, guillotiné, il tombe par terre totalement KO. Ni une ni deux, Reigns roule sur Rollins et fait le tomber sans aucun remords et gagne le match. Donc Reigns n'attend pas dans le ring, il prend le titre, il se barre. Et on quitte Battleground sur cette note-là. Et du coup, le lendemain à Raw, Rollins est énervé comme jamais. Il arrive dans le ring en disant Reigns, tu veux prouver que t'es big guy, mais tu utilises des techniques de salope pour gagner tes matchs. Je t'ai dominé pendant 3/4 du combat hier, et tu veux faire croire que t'es le meilleur. C'est pas le cas. T'as pas joué dans les règles. Et Reigns qui annonce officiellement son heel turn, qui spire par surprise Rollins et qui le défonce après ça. Il l'éclate purement et simplement. Donc, arrivé à ce stade, on a un Seth Rollins qui veut son titre, qui veut le récupérer, et en face, on a un Roman Reigns qui est purement heel, qui est détesté par le public, chose qui n'est pas difficile à faire pour lui. Le problème de Reigns, c'est que tout le monde le sait, tout le monde le dit, il est mauvais au micro. Et c'est pour ça que dans l'idéal, il faut pas le faire parler. Un ou deux speeches de temps en temps, mais pas plus, parce que il a beaucoup de charisme, il a une présence quand très très badass quand il ne parle pas, et il a énormément de présence, et c'est pour ça que je vais pas le faire parler, juste des attaques à gauche à droite, pour montrer à Rollins qu'il peut être meilleur que lui, même si c'est par derrière, même si c'est par surprise, il peut distancer Rollins et notamment le couper en deux. Et donc Rollins qui réclame à Shane un match revanche, qu'il réclame semaine après semaine. Et 2 semaines avant SummerSlam, Rollins arrive et fait d'accord, Reigns, tout ce que tu veux. Je te donne absolument tout ce que tu veux, mais il me faut ma deuxième chance. À SummerSlam, tu veux prouver que t'es le meilleur, prouve-le une dernière fois. Après ça, je te laisse tranquille. Et Reigns arrive, prend le micro, c'est la seule fois de la rivalité où il va parler. Il prend le micro, il fait d'accord, tu veux une dernière chance. Je pèse mes mots. SummerSlam, toi contre moi, pour mon titre. Si tu perds, tu oublies toute chance pour le titre mondial jusqu'à la fin de ta carrière. Tu n'auras plus jamais la chance de combattre pour le titre de la WWE jusqu'à la fin de ta carrière. Tu ne pourras plus jamais avoir même pas une place de challenger numéro 1. Plus jamais. Rollins hésite et finit par accepter. Et donc la semaine suivante, il signe le contrat pour SummerSlam, surtout pour la stipulation où Rollins doit donc signer possiblement une fin de carrière, parce que quand on n'est pas champion des deux, surtout pour un main eventer comme Rollins, c'est difficile. Donc évidemment, ça part en cacahuète. Très vite, ça part en baston. Reigns qui prend le dessus, qui explose Rollins, qui fait powerbomb après powerbomb, mais qui finit avec un spear à travers la table où ils ont signé le contrat. Et donc on se quitte juste avant ce SummerSlam avec cette image de Reigns, une fois de plus, qui domine le corps sans vie de Rollins. Et du coup, on arrive à SummerSlam avec Rollins en underdog, absolument adoré de la foule, et Reigns qui arrive en tant que champion heel, qui se fait détester rien qu'à parler, rien qu'à être là, à être présent. Et du coup, le main event, un match d'une 30aine de minutes, je ne m'en fais absolument pas pour les deux, parce que Seth Rollins a un style à peu près identique que celui d'AJ Styles, que les deux ont une très bonne chemistry. Donc en français, c'est une très bonne entente entre les deux sur un ring. Reigns, excusez-moi, a réussi à faire un très bon match avec AJ Styles, alors qu'il avait très rarement été dans le même ring que lui.
Alors que là, c'est Seth Rollins, c'est un de ses amis avec qui il a été très souvent dans le ring, que ça soit pour combattre les mêmes batailles ou l'un contre l'autre. Donc je pense que les deux peuvent sortir un match encore meilleur que ce qu'on a pu voir à Payback entre Reigns et AJ Styles. Et donc, arrivé vers la fin de match, on a, on a Roman Reigns qui commence à jouer de plus en plus dirty, de plus en plus salaud, à essayer de mettre des coups bas, par exemple à Rollins, à essayer de distraire l'arbitre. Et Rollins qui finalement se prend un spear à l'extérieur du ring. Et Roman Reigns qui essaye même pas de le rentrer dans le ring, il sait très bien qu'il peut gagner par des comptes extérieurs. Il remonte dans le ring, il s'assoit, il s'en fout maintenant, il sait que Rollins est derrière les cordes, KO. Il arrive au compte de 8, Rollins se relève, et au compte de 9, il est déjà en springboard, il saute, et alors que Reigns est à peine sur ses pieds, il lui met un énorme coup de genou dans la face, sèche totalement Reigns, qui est à terre. Même pas, Rollins se retourne, il monte sur la troisième corde, exécute le Phoenix Splash, 1, 2, 3. Donc, on a, après une longue rivalité contre Roman Reigns, Seth Rollins regagne enfin son titre qu'il n'avait jamais perdu, qu'on lui a retiré après sa blessure. Derrière, on peut toujours continuer la rivalité avec Reigns, parce qu'on a désormais un Reigns qui a une place sérieuse dans le main event, parce que c'est un challenger très badass qui peut faire des prises très violentes, et on a un Seth Rollins babyface qui peut facilement remplacer des John Cena. Et pour l'idéal, dans l'idéal, on aurait un Dean Ambrose aussi dans le main event qui les rejoindrait et faire un triple threat pour WrestleMania dans le main event pour le titre, et laisser le titre sur les hanches de Rollins pendant un petit moment. Donc voilà comment j'aurais booké ça personnellement. Je sais pas, je ne pense pas que la WWE le fera de la même façon, mais c'est encore une fois du fantasy booking. Ça a duré pas mal de temps, me semble-t-il. Un bon, un bon gros monologue. Et bah, j'espère que ça vous a plu. Les autres, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est toujours sympa les fantasy booking. Ok, rien que ça te tue derrière. Mais non! Non, c'était bien, moi j'ai bien aimé. Ouais, c'est bien. C'est sympa. Non, mais c'est intéressant, franchement. Non, mais honnêtement, moi, ça m'a plu. Ouais. J'ai juste le seul truc à te reprocher, le fait que si après il peut plus jamais rebattre pour le titre ultime, c'est tellement un truc à la con ça en vrai, désolé mais Ouais, mais le problème, ça à c'est la trop à la base, con. je sais, mais le problème, c'est que à la base, la stipulation qu'ils adorent mettre, c'est si tu perds, t'es viré, mais c'est tellement obvious. Tandis que là, si t'as plus de chances que si tu perds, tu peux plus jamais te battre pour le titre mondial, il y a plus de chances, il y a plus d'enjeux déjà. Tandis que si c'est tu perds, t'es viré, clairement, t'as aucun enjeu. Tu Mais sais la très chose est bien la qu'il va gagner. même. La chose reste la même parce qu'il va quand même pas perdre et ne plus avoir aucune chance. À part qu'il perde et qu'après il y a un changement qui se passe au Raw d'après où il, Voilà, mais t'as déjà plus où d'enjeux. genre un mec vient l'aider. T'as déjà plus de chances du côté de Reigns que si c'était Rollins, c'était viré après. Hmm. Ouais, mais dans tous les cas, ouais, c'était sympa à écouter. Bon, allez, sur ce, bah, à la semaine prochaine pour le podcast et puis pour la review peut-être qui sera faite après la diffusion. Non, qui sera juste après cette diffusion, peu de temps après cette diffusion. Ah non, qui sera après. La preview sera avant. Donc La allez preview, écouter la preview. catch, Allez écouter la preview parce qui qu'elle sera est en très ma bien. compagnie et celle de Axel. C'est vraiment une très bonne preview. Franchement, je vous la conseille, mais vraiment, vraiment. Des avis vraiment bien Plein de partagés. surprises. Et puis pour la review, pareil, où ça va être sûrement formidable, parce qu'il y a Guillaume, il y a moi-même, voilà. Il y a aussi Tamio, voilà, ça va être vraiment. Il y a Le Thibaut, faux ça va. teasing, toi. Bon, après le ukulélé, hein. Ah, mais ukulélé, c'est méga teasing. Bon allez, sur ce trêve de banane. J'ai Ouais, tenté enfin, quelque bon. chose qui s'est pas passé. Allez, sur ce à la semaine prochaine et puis on se retrouve mardi prochain pour le podcast. Allez, à bana. Bye, Salut à tout le monde. tous, c'était génial. Tous.